Le 17 octobre 1968 sort aux États-Unis Bullitt, polar crépusculaire avec la star la mieux payée au monde de l'époque, le génial Steve McQueen. Gros succès commercial et critique, le film est indissociable dans le cœur des cinéphiles du charisme de l'acteur principal, qui n'a jamais été aussi cool à l'écran, d'une musique jazzy de toute beauté et de l'hallucinante course-poursuite en voiture qu'il contient. Tourné en live dans les rues de San Francisco, cette scène qui dure 9 minutes 53 secondes, chrono en main, fera de Bullitt un classique indémodable du polar noir. Au passage, il donnera du même coup naissance à une autre légende, mais sur 4 roues cette fois-ci, la Ford Mustang Fastback V8 GT 390. Mais revenons à l'intrigue du film. Frank Bullitt, un lieutenant de police de Chicago, rebelle et taiseux, est chargé par un politicien ambitieux, Walter Chambers, de protéger Johnny Ross, gangster dont le témoignage est capital dans un procès où est impliqué l'homme politique. Malgré les précautions prises par Bullitt et ses hommes, Ross est grièvement blessé et décède de ses blessures à l'hôpital. Bullitt décide alors de dissimuler sa mort et mène l'enquête pour retrouver ses meurtriers. Ce ne sera pas chose facile, car l'opiniâtreté du policier à faire éclater la vérité n'est pas du goût de tout le monde, et que le mort n'est peut-être pas celui que l'on croit. Adapté d'un roman de Robert L. Pike, intitulé Un silence de mort, Bullitt est tout entier porté par Steve McQueen. En effet, sa société de production, Solar Productions, coproduit le film avec les studios Warner, et c'est l'acteur lui-même qui imposa le réalisateur Peter Yates. McQueen est au sommet de la gloire. Il est l'acteur le mieux payé de tout Hollywood, et chacun de ses films fait un carton. Égocentrique en diable, l'acteur a fait en sorte que le scénario soit entièrement centré sur le personnage principal. Il est donc présent dans chacune des scènes, sauf l'introduction, l'assassinat du témoin et la scène à la sortie de l'église entre le politicien Chalmers et le supérieur de Bullitt, le capitaine Bennett. Le film se déroule sur une période de temps très courte, 2 jours à peine. Le scénario se concentre d'un côté sur la psychologie du lieutenant Bullitt, via sa relation amoureuse avec Cathy, une jeune architecte qui a du mal à comprendre comment le policier peut supporter toute la noirceur de son métier. Elle a également peur de le voir basculer du côté obscur, comme on dirait aujourd'hui, happé par la corruption ambiante. De l'autre, le film est concentré sur l'intrigue et contient finalement peu de personnages, ce qui le rapproche des grands classiques du film noir, comme Le Grand Sommeil de Howard Hawks par exemple. Il a entièrement été tourné en décor naturel, allant jusqu'à réquisitionner tout un étage d'un hôpital. Dans un souci de véracité, tant dans les gestes que les dialogues, les infirmières et les médecins n'étaient pas des acteurs ou des figurants, mais faisaient partie du personnel soignant. La réalisation est soignée, elle sort de la production hollywoodienne de l'époque, avec un avant-gardisme dans les cadrages. Quand Hollywood aimait les travelling interminables et les mouvements de grue improbables, Peter Yates, lui, préférait filmer en focale courte, caméra à l'épaule. Sauf bien sûr la course-poursuite en voiture, qui elle est en plan large. C'est donc un film simple, avec une intrigue facile à suivre, et des personnages qui parlent peu. Cela n'empêche pas les acteurs de réaliser une vraie performance, car les émotions doivent seulement passer par le regard et la gestuelle. Même si Steve McQueen reste à tout moment quasiment impassible et stoïque, son regard en dit très long sur ses pensées. Il est direct, renfermé, séducteur, mais romantique, incorruptible, et possède un profond sens du devoir et de la justice. Bref, la cool attitude s'il en est. Découvrons maintenant le CV du réalisateur Peter Yates. Né en 1929, en Angleterre, il débute en réalisant certains épisodes de séries à succès comme Le Saint, avec Roger Moore, ou Destination Danger, avec Patrick McGowan. Il est également l'assistant de Jack Thompson sur Les Canons de Navarone. En 1967, il réalise 3 milliards d'un coup. Film policier avec Stanley Baker, rappelez-vous, il jouait le lieutenant Bromhead dans Zulu, et qui est fortement inspiré par le vol du train postal Glasgow-Londres. Le film, qui contient des scènes d'action spectaculaires, attire l'attention de Steve McQueen, qui l'engage pour réaliser Bullitt en 1968. Peter Yates, dans sa carrière, n'aura réalisé qu'une vingtaine de films, mais il aura fait tourner les plus grands. On retiendra La guerre de Murphy, en 1971, avec Peter O'Toole et Philippe Noiret, Les 4 malfrats, en 1972, avec Robert Redford, Les Grands Fonds, en 1977, avec Nick Nolte, et de nouveau Jacqueline Bisset, L'œil du témoin, en 81, avec Sigourney Weaver, et Suspect dangereux, en 87, avec Cher.
Il a même touché à l'heroic fantasy en 1984 avec le nanarissime Krull qui fait toujours autant pleurer de rire 36 ans après. Même s'il n'a jamais été récompensé, deux de ses films, La Bande des Quatre en 1979 et L'Habilleur en 1983 avec Albert Finney, ont chacun eu 5 nominations aux Oscars, dont les prestigieux meilleur film et meilleur réalisateur. C'est un cinéaste exigeant, élégant, éclectique et rare. Peter Yates a excellé dans le polar, mais pas que. Et la distribution du film dans tout ça, me direz-vous? En tout bien tout honneur, Monsieur Steve McQueen, plus simplement appelé King of Cool, depuis sa prestation de milliardaire désabusé dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jefferson en 1968. Il est né en 1930 dans l'Indiana d'un père démissionnaire avant sa naissance et d'une mère danseuse de cabaret, alcoolique et prostituée occasionnelle. Après une enfance et une adolescence difficiles auprès d'un grand-oncle, et après avoir frôlé la délinquance, il s'engage dans la marine marchande, puis dans les Marines en 1947. Il en ressort pilote de char, mécanicien, d'où son goût des moteurs plutôt bruyants. Sa formation de soldat lui permet des aides financières, qu'il aide à s'inscrire en juin 1951 à la Neighborhood School of Theatre à Los Angeles. Il faut dire qu'un de ses copains, Mark Rydell, un futur réalisateur, lui avait dit qu'à Hollywood, c'était plein de jolies filles. On ne s'en refait pas. Puis il étudia à l'Actors Studio de New York. En 1956, il tourne son premier film en vedette, The Blob, Danger planétaire, film de science-fiction fauché, mais qui lui permet d'être repéré par le producteur Dick Powell, impressionné par son côté rebelle et déjà sans peur. Il propose à McQueen le premier rôle d'une série de télévision. Ce sera Au nom de la loi. Pendant 3 ans, de 1958 à 1961, il va tenir le rôle de Joss Randall, chasseur de primes incorruptible, mais au grand cœur, et armé d'une Winchester modèle 1892 à crosse et canon scié. Une arme qui va faire rêver toute une génération de gamins, moi le premier. McQueen en profite pour participer activement à la création de son personnage, faisant réécrire les scénarios et les dialogues. Du jour au lendemain, il passe du statut de jeune débutant prometteur à celui de star. Parallèlement à la série, il tourne 2 films avec John Sturges, La Proie des Vautours et surtout Les 7 mercenaires, aux côtés de Yul Brynner, Charles Bronson et James Coburn. Quel casting! McQueen fera tout son possible pour voler les scènes où il apparaît avec Yul Brynner, qui lui était au sommet de sa gloire, multipliant les stratagèmes pour le déconcentrer. À ce propos, Yul Brynner déclara que jamais plus il ne tournerait avec cet insolent. Le ton est donné. En 1962, McQueen retrouve John Sturges pour La Grande Évasion, film de guerre carcéral. Là aussi, le casting est 3 étoiles. Et pour ressortir du lot, il impose à la production 2 scènes supplémentaires. Celle de la balle et du gant de baseball dans le cachot, souvenez-vous, et celle du franchissement en moto des barbelés de la frontière germano-suisse. Passionné de sport mécanique en général, l'acteur voulait réaliser lui-même la cascade, mais les assurances y sont formellement opposées. Comme par hasard, c'est souvent ces 2 scènes-là que l'on retient du film. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. S'ensuit alors une longue période de 10 années, pendant lesquelles il enchaîne les succès et devient l'un des acteurs les plus bancables et populaires du moment. On peut citer entre autres Le Kid de Cincinnati en 1964, de Jay Wilson, où il incarne un joueur de poker professionnel, Nevada Smith, du vétéran Henry Hathaway en 1965, La Canonnière du Yangtze en 1966 de Robert Wise, qui est peut-être son plus beau rôle, tout dans la retenue, la gestuelle, le regard. Ce sera d'ailleurs sa seule nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Puis ce sera en 1968 l'affaire Thomas Crown, où il échange le plus long baiser de cinéma avec Faye Dunaway, Guet-apens de Sam Peckinpah en 1972, pendant le tournage duquel il rencontre Ali McGraw, sa seconde épouse. Papillon de Schaffner en 1973, il ressort d'ailleurs du film épuisé par des conditions de tournage éprouvantes. Enfin, ce sera en 1974 son dernier véritable succès, La Tour Infernale de John Guillermin, où il donne la réplique à Paul Newman. Fidèle à sa réputation d'acteur difficile, il exigera d'avoir le même nombre de répliques que Newman et que leurs noms soient imprimés de la même taille sur l'affiche. En 1979, il refuse le rôle du colonel Kurtz dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, effrayé par l'idée de tourner 18 semaines aux Philippines. Marlon Brando jouera le rôle avec le succès que l'on sait. Chaque médaille a hélas un revers. Alcoolique notoire, séducteur et fumeur invétéré, consommateur de drogues diverses, on lui diagnostique un cancer des poumons en 1978. Au lieu de le prendre en charge sérieusement, il s'oriente vers une médecine parallèle qui ne l'empêchera pas de décéder à 50 ans
en 1980. Avant de mourir, il ne verra d'ailleurs jamais le film monter, il joue dans son dernier long métrage, Le Chasseur, de Buz Kulik. Bouffi, affaibli, perdant la mémoire, il a néanmoins réalisé lui-même la plupart des cascades, dont une poursuite sur les toits d'un métro en marche. On peut résumer la vie de ce rebelle incontrôlable à 2 citations qu'on lui prête. « Je vis pour moi et je n'ai de compte à rendre à personne. » Et la deuxième, « Si je n'étais pas devenu acteur, je serais certainement devenu truand. » On comprend pourquoi il est devenu, du temps de sa gloire, et par la suite, une icône de la contre-culture pop américaine. Robert Vaughan, ensuite, est né en 1932 à New York. Parallèlement à de brillantes études, il est diplômé de journalisme et il a un doctorat en communication. Il commence à travailler comme acteur et sa première prestation cinématographique remonte à 1957 dans le film Le Carrefour de la Vengeance. À partir de cette date, il jouera plus de 200 personnages dans des films, des téléfilms ou des séries. C'est sa prestation dans le rôle de Lee dans le film Les 7 mercenaires de John Sturges en 1960 qui lui permet d'acquérir une stature nationale et internationale. Abonné au second rôle, de premier plan, il se tourne vers la télévision qui lui apportera la reconnaissance du public. Tout d'abord avec la série des Agents très spéciaux de 1964 à 1968 dans le rôle de Napoléon Solo, en duo avec David McCallum dans le rôle d'Ilya Kuryakin. Ensuite, il jouera le rôle d'Harry Rouble dans la série Poigne de fer et séduction. Dans les années 80, on le retrouvera dans le rôle du général Hunt Stockwell dans la série L'Agence Touriste. Homme de conviction, il s'est très vite engagé politiquement dans le clan démocrate. Il était un ami proche de Bob Kennedy. Parmi sa filmographie pléthorique, on peut retenir Bullitt donc, en 1968, Le Pont de Remagen, l'année suivante, en 1969, La Tour Infernale, en 1974, ou Superman, en 1983. Seule présence féminine dans le film, Jacqueline Bisset. Née en 1944 en Angleterre, elle fait rapidement du mannequinat pour payer ses études de théâtre. Sa beauté naturelle, son élégance, en font un sex symbole des années 70 jusqu'à la fin des années 80. De son importante filmographie, en dehors de Bullitt bien sûr, on peut retenir Casino Royale, James Bond parodique en 1967, Le Détective de Gordon Douglas en 68 aux côtés de Frank Sinatra, Airport de George Seaton en 70, Jugé hors la loi de John Huston en 72, La Nuit américaine de François Truffaut en 1973. Très beau film sur l'envers du décor du cinéma. On la verra également dans Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en 1974 et Les Grands Fonds de Peter Yates en 1977. Elle fera également une apparition dans Domino de Tony Scott en 2005. Parfaitement bilingue, de par ses origines françaises, elle a beaucoup été sollicitée par le cinéma français. Mon plus beau souvenir sera donc un film français, Le Magnifique, de Philippe de Broca en 1973, avec notre bébelle nationale, dans un double rôle, dont notamment celui d'une femme fatale, la très belle Tatiana. Dans la distribution du film également, deux trognes du cinéma policier américain, Simon Auckland, dans le rôle du capitaine Bennett, supérieur du lieutenant Bullitt, et Don Gordon, ami de Steve McQueen, que l'on verra souvent à ses côtés dans de nombreux films. Célèbre, associé au film, Lalo Schifrin. Le film ne serait rien sans son envoûtante musique jazzy. Né en 1932 à Buenos Aires, il est le fils d'un violoniste professionnel. Il étudie très tôt le piano classique. Au début des années 50, il poursuit sa formation au Conservatoire national supérieur de Paris. C'est en France donc que commence sa carrière professionnelle comme pianiste de jazz et arrangeur. Il en profite pour enregistrer quelques disques de musique latine pour les labels Barclay et Vogue. À la fin des années 50, il est embauché par le trompettiste Dizzy Gillespie comme pianiste de son quintet. Schifrin lui écrira alors quelques morceaux, c'est le début du succès. Lalo Schifrin devient ensuite staff arranger pour le label Verve Records et signe les arrangements des albums de Count Basie, Sarah Vaughan ou Stan Getz. Le label Verve, appartenant à la Metro-Goldwyn-Mayer, il devient très vite compositeur de musique pour le grand studio hollywoodien. À partir de cette date, installé en Californie, il va écrire un nombre impressionnant de musiques de films, comme par exemple Le Kid de Cincinnati, Luc la main froide, Un shérif à New York, toute la série des Inspecteurs Harry, Opération Dragon avec Bruce Lee, L'Aigle s'est envolé avec Burton, Amityville, la maison du diable, Osterman Weekend, et j'en passe. L'influence du jazz est immense dans ses compositions.
il a toujours tenu à mener en parallèle une carrière de musicien classique comme chef d'orchestre ou comme compositeur de concertos pour contrebasse ou piano. Touche à tout de génie, la télévision lui a permis de se faire reconnaître par le grand public. Souvenez-vous de ce générique. Et oui, des agents très spéciaux en 1964. Et celui-là, Mannix, avec Mike Connors en 1967. Mais le plus célèbre d'entre tous reste Mission Impossible, bien sûr, en 1966. À 88 ans passés, Lalo Schifrin était encore sur scène au début de l'année 2020, au Madison Square Garden à New York, pour un récital où il reprenait à la tête d'un orchestre tous ses plus grands thèmes pour le cinéma, la télévision, ainsi que des œuvres plus personnelles. Un très très grand monsieur, je vous dis. Moment phare du film, la course-poursuite dans les rues de San Francisco. Alors qu'il sort d'un car wash, le lieutenant Bullitt se rend compte qu'il est filé par deux hommes. Après avoir réussi à les semer, c'est lui qui les prend en chasse. D'une durée totale de 9 minutes et 53 secondes, le tournage de la séquence a été bouclé en 3 semaines. 2 Ford Mustang Fastback V8 furent traités par Ford. Les moteurs, freins et suspensions furent modifiés, mais suite à un désaccord entre McQueen et Ford, les Mustangs furent déciblés. Les calandres sont vides de tout signe distinctif. On choisit 2 Dodge Charger RT-V8, les concurrentes, pour les poursuivants. On améliorera uniquement leur suspension. On raconte que pour certains plans, les véhicules auraient atteint la vitesse de 180 km/h. En pilote accompli, Steve McQueen conduit lui-même la voiture, mais il est remplacé par sa doublure habituelle, Bud Ekins, dans les plans jugés trop dangereux. Le véhicule des poursuivants est piloté, lui, par un ancien coureur motocycliste, Bill Hickman. La production loua un circuit automobile pour que Steve McQueen et Bill Hickman puissent s'entraîner et ainsi avoir confiance l'un dans l'autre lors des scènes où les voitures se frôlent à très grande vitesse. Il y a très peu de musique, voire pas de musique du tout, pendant la poursuite. Mais le bruit caractéristique des 2 moteurs rythme la scène. Celui de la Ford Mustang, pétaradant et aigu, s'oppose à celui de la Dodge, sourd et mat. Écoutez plutôt. Cela crée 2 ambiances très distinctes à l'intérieur des 2 véhicules. Si on ajoute à cela le crissement des pneus, les bruits de tôle froissée, les tirs au fusil de chasse, il n'y avait vraiment pas besoin de musique. Première du genre, cette poursuite est entrée dans la légende. Elle inspirera d'autres réalisateurs, comme Willard Friedkin pour son French Connection en 1971, ou en 1973, Philippe d'Antoni pour Police Puissance 7. Même notre Jean-Paul Belmondo national, qui, comme Steve McQueen, aimait réaliser lui-même ses cascades, rendit hommage au film dans Le Marginal de Jacques Deray en 1983 en conduisant une Ford Mustang verte. Une course-poursuite, souvent copiée, mais jamais égalée. Vous savez que j'aime bien dénicher quelques anecdotes et Bullitt en a à revendre. Tout d'abord, le film a donné naissance à un modèle de Ford Mustang, la Bullitt, à partir de 2001, et une version collector en 2018 pour les 50 ans du film. Ma chérie, si tu regardes cette chronique, prends des notes.
Ford a également utilisé des images du film dans 3 spots TV. En 1997, pour promouvoir son nouveau modèle, la Ford Puma. En 2011, pour la nouvelle Mustang, en parodiant d'ailleurs le film Jusqu'au bout du rêve avec Kevin Costner. Et en 2019, pour les 50 ans du film, avec la propre petite fille de l'acteur au volant, Molly McQueen. Comme quoi le mythe est toujours vivant, et je vous invite à les découvrir sur YouTube. Pour pouvoir tourner dans les rues de San Francisco et avoir 3 véhicules de la police locale pour bloquer les rues pendant 3 semaines, Steve McQueen a demandé au studio Warner d'offrir une piscine clé en main à la municipalité. C'était une autre époque, une époque où les stars faisaient des caprices taille XXL. À propos de caprices, Steve McQueen exigeait de la production des films qu'il tournait des cadeaux tels que des jeans, des rasoirs électriques, des t-shirts. On a découvert sur le tard qu'il en faisait don à l'école Boys Republic, où il avait passé une partie de sa triste enfance. Parce qu'il employait des acteurs non professionnels pour les scènes à l'hôpital, Steve McQueen a dû verser une petite partie des bénéfices du film au syndicat des figurants pour calmer le jeu, sous peine de boycott futur. Dans le film Qui a tué Pamela Rose et sa suite, le personnage interprété par Cal Merad porte le nom de Richard Bullitt, un clin d'œil direct au film. Plus tristement, Steve McQueen était un ami de Sharon Tate, la femme de Polanski, et il aurait dû être présent lors de la soirée du 9 août, soirée pendant laquelle l'actrice et ses amis ont été assassinés par les membres de la secte de Charles Manson. Sous l'influence des drogues qu'il prenait à l'époque, cela déclencha une véritable paranoïa chez l'acteur. Bien qu'il ait eu en 1969 l'Oscar du meilleur montage, la course-poursuite du film est truffée de faux raccords. Je vous laisse par exemple compter le nombre d'enjoliveurs sur les voitures et combien de fois il double une coccinelle dans les rues en pente de San Francisco. Un vrai casse-tête pour les script girls et les monteurs. Enfin, avec un budget initial de 5 millions de dollars, il en rapporta 42 rien que sur le territoire américain et ce fut un grand succès en Europe. Cela en fait le 5e film le plus rentable de l'année 1968. Et Bullitt, de par son économie de moyens, sa mise en scène moderne et innovante, son interprétation sans faille et sa courte poursuite scotchante méritait pleinement sa place dans cette émission. Bullitt est disponible en DVD et Blu-ray chez Warner Home Video. La prochaine émission portera non pas sur un mais 2 films en même temps. Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman avec l'immense Gary Cooper et Outland de Peter Hyams avec le non moins grand Sean Connery. Quel rapport me direz-vous? Eh bien, vous le verrez la prochaine fois. Voilà, j'espère que je vais vous avoir donné envie de revoir ce chef-d'œuvre du polar américain. Alors, bon film, bon cinéma bis, et à très bientôt.